Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du cycle de formation pour préparer vos cours pour cet été 2020. Alors, je vois que vous avez, pour certains d'entre vous, activé la vidéo. Moi, à titre personnel, ça me plaît. Et puis, vous pourrez voir aussi dans vos prestations d'enseignement si ça vous plaît ou pas. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympathique de voir du monde, puis découvrir de nouvelles têtes que mes collègues. Bonjour Karine, bonjour Bara, bonjour André. Euh, un petit rappel au préalable, n'oubliez pas par contre de désactiver votre micro. Et puis évidemment, si vous souhaitez intervenir, puis il y aura des espaces pour discuter durant ce webinaire qui durera 1 heure et non pas 30 minutes. Il y aura évidemment de la place pour interagir avec nous. Alors, j'allais dire, le début de la deuxième semaine. Non, vous avez déjà eu une formation, mais donc il y a encore une semaine de formation dans le cadre de ce cycle, de ce programme et notamment demain matin, comment rendre son étudiant actif grâce à Zoom, qui sera en quelque sorte une réponse au webinaire qu'il y a eu ce matin, qui portait sur comment rendre son étudiant actif grâce à Studium. Voilà, donc on a, je crois, encore 6-7 activités cette semaine qui se conclura encore par une communauté de pratique. Alors, écoutez, donc bienvenue à toutes et à tous, et je passe sans plus tarder la parole à Bruno Poluber. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire Créer des vidéos pédagogiques où nous allons essayer de vous aider à faire la quadrature du cercle. On va essayer de vous aider à regarder différents moyens relativement simples pour pouvoir créer des vidéos pédagogiques. Florent, je t'invite à changer de page. Oh, excuse-moi Bruno. Oui, tu avais oublié que tu étais ma main. Donc, je suis Bruno Podubert, professeur titulaire à la Faculté des sciences d'éducation. Je donne aussi un cours, j'offre un cours crédité sur le design et la production de vidéos pédagogiques et on a, dans le cadre du travail de l'équipe, développé une grille de critères de qualité qu'on va un peu vous présenter aujourd'hui. Je vais inviter les autres membres de l'équipe à se présenter brièvement. Florent, à toi. Alors, bonjour à tous. Donc, Florent Michelot, je suis conseiller pédagogique au Centre de pédagogie universitaire et je suis par ailleurs doctorant en sciences de l'éducation. Et je profite de petite parenthèse. On me demande de couper vos caméras probablement pour des raisons d'enregistrement. Donc voilà, en dépit du fait que c'est beaucoup plus sympathique, je vous demandais de bien vouloir les couper s'il vous plaît. Mes excuses. Caroline, François, je vous en prie. Je vais y aller. Donc, François Charpentier-Lemieux, conseiller pédagogique au CPU. Donc, je travaille beaucoup en formation à distance. Donc, effectivement, j'ai un peu d'expérience dans la conception de vidéos pédagogiques. Bonjour, Caroline Deconninck, conseillère pédagogique également au CPU et je vais vous accompagner dans la conversation. Je vais surveiller la conversation pour cette présentation aujourd'hui. Merci à tous. Alors, je me permets de souligner pour tout le monde que François est le conseiller pédagogique du CPU qui est affecté en fait à tout ce qui est vidéo, l'ensemble des dossiers vidéo, que ce soit vidéo pédagogique, que ce soit vidéo 360 en réalité immersive. Donc voilà, prochaine Florence, s'il te plaît. Donc, nous allons aujourd'hui assez simplement vous montrer dans une espèce de crash course virtuel quels sont les différents moyens à votre disposition pour réaliser des vidéos pédagogiques. On va y aller avec une formule qui est du genre du plus simple et accessible au plus complexe. Donc, on va commencer par des choses très, très simples, le PowerPoint narré, la présentation Zoom enregistrée. On va regarder aussi des choses un peu plus sophistiquées, la vidéo enregistrée avec ensemble vidéo qui est en voie d'être déployé à l'Université de Montréal. Et puis, on va regarder aussi d'autres moyens. On va déboucher sur les critères de qualité. On va échanger là-dessus. Et vous verrez qu'on a des profs de l'Université de Montréal qui ont fait des très belles choses avec des moyens très simples. Alors, voilà pour notre plan de marche. Alors, j'espère que vous passerez une excellente heure dans notre compagnie. Prochaine, Florent. Alors donc, le b.a.-ba pour réaliser des vidéos pédagogiques, on vous l'a dit, on va essayer de faire en sorte que cette formation vous accompagne de formules les plus simples, les plus basiques, vers des choses éventuellement plus complexes, plus poussées. Donc, ce que l'on souhaite vraiment dans un premier temps, c'est vous montrer que faire des vidéos pédagogiques, c'est accessible. Il n'est pas nécessaire
d'investir dans du matériel, pas nécessaire d'investir dans des logiciels compliqués. On peut faire des choses plus qu'acceptables, des choses intéressantes avec des choses qui sont d'ores et déjà à votre disposition. Alors, en termes de matériel de base, on me pose régulièrement la question, eh bien, écoutez, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'écran. Il vous faut essentiellement une webcam. Et encore, si vous souhaitez juste présenter vos diaporamas, vous pouvez juste vous contenter d'avoir du son. Il vous faut un micro-casque. Et encore, je n'en utilise même pas moi-même actuellement pour la simple et bonne raison que la qualité de l'enregistrement du son de vos ordinateurs aujourd'hui fait en sorte que il y a beaucoup moins d'écho que ce qu'on pouvait encore avoir il y a quelques années sur les laptops. Il vous faut évidemment une lampe de bureau pour éviter de ressembler à un vampire, et c'est à peu près tout. Alors, parmi les autres recommandations que l'on pourrait vous apporter, il y a évidemment une connexion Internet relativement performante. Sachez éventuellement que si vous faites vos cours en région, je ne sais pas, vous êtes au chalet, malgré tout, vous pouvez envoyer ça correctement avec votre réseau cellulaire. Bref, voilà, il y a très très peu de raisons sur le plan matériel qui pourraient vous empêcher de produire des vidéos pédagogiques. Alors, la chose la plus simple que l'on pourrait vous suggérer donc, dans un premier temps, c'est ce que l'on appelle le PowerPoint narré. Alors, on n'est pas là non plus pour faire de la publicité pour PowerPoint, mais on vous le présente évidemment parce que c'est ce qui est présent avec votre suite Office 365, qui est la suite logicielle de l'Université de Montréal. Donc, le PowerPoint narré, vous l'aurez compris, il s'agit tout simplement d'ajouter de la voix, d'ajouter le commentaire au diaporama que vous avez en général déjà développé pour vos cours existants. Donc, avec les fonctionnalités de PowerPoint actuelles, donc qui sont incluses au logiciel dans Office 365, vous pouvez ajouter votre voix et générer un enregistrement. On ne va pas regarder évidemment les tutoriels au complet, ce serait beaucoup trop rébarbatif, voire éventuellement laborieux, mais on va vous mettre évidemment à disposition ce diaporama avec l'enregistrement. Mais donc, pour chacune des solutions logicielles que l'on vous présente, on vous met à disposition un tutoriel qui vous permettra d'illustrer très simplement les différentes étapes à suivre pour réaliser ces vidéos. Donc, dans le cadre du PowerPoint narré, c'est notre camarade Grégoire Rigaud qui a fait cette vidéo-là. Vous pourrez voir donc que le PowerPoint narré se fait très très simplement en restant essentiellement donc dans votre logiciel PowerPoint. Donc, je le répète, le PowerPoint narré, ça vous prend le logiciel PowerPoint qui est livré avec votre suite Office 365, qui est une suite de logiciels intégrés donc à l'Université de Montréal, un micro, et c'est à peu près tout. À partir de là, donc, vous pouvez diffuser vos vidéos. On a aussi évidemment la fonction d'enregistrement de Zoom. Et à cette fin, je vais passer la parole à mon camarade François qui va vous montrer que Zoom, c'est évidemment un logiciel pour faire des vidéos en direct, pour parler avec vos étudiants, faire des conférences web avec vos étudiants, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des capsules vidéo préenregistrées. François, c'est à toi. Oui, donc si tu peux me redonner l'écran pendant un petit instant, je vais... Voilà. Donc, je vais vous montrer comment, assez rapidement, là, comment on peut enregistrer une séance avec Zoom. Vous allez voir, une fois qu'on s'y familiarise, c'est une procédure qui est somme toute assez simple. Donc, enregistrer une séance avec Zoom, il y a en gros deux méthodes possibles pour y parvenir. La première, et c'est la plus simple, et c'est celle qu'on recommande, car elle propose, disons, elle diminue les risques d'oubli et les chances à l'erreur, donc, c'est de programmer l'enregistrement automatique lorsqu'on programme la séance Zoom. Donc, au moment même où on programme la séance Zoom, il y a une case à cocher et ça va démarrer automatiquement l'enregistrement dès qu'un participant va se joindre à la séance. Et la deuxième façon de le faire, c'est de démarrer l'enregistrement manuellement une fois que la séance est lancée. Donc, regardons rapidement ces deux méthodes-là. Donc, pour la première, la méthode de connexion reste la même. On recommande toujours de passer soit par l'application avec l'authentification unique ou de passer par umorial.zoom.us. Une fois sur la page, vous cliquez sur « Connexion », donc pour vous connecter directement à votre compte. Vous vous connectez comme à l'habitude avec vos mêmes accès. Donc, en cliquant sur l'onglet « Réunion », une fois que vous êtes connecté, vous pouvez programmer une nouvelle réunion. Donc,
lorsque vous programmez une nouvelle réunion, vous allez voir qu'il y a une grande quantité de paramètres que vous pouvez programmer. Donc, ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Probablement que plusieurs d'entre vous avaient déjà programmé des réunions Zoom, mais tout en bas de la page, donc, il y a les options de la réunion. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez sélectionner un peu les paramètres d'entrée de la réunion, mais tout en bas, il y a enregistrer automatiquement la réunion. Donc, soit sur l'ordinateur local ou dans le cloud. Nous, ce qu'on recommande, c'est de l'enregistrer dans le cloud. Ce qui va se passer lorsque vous allez faire ça, c'est que lorsque vous allez mettre fin à votre réunion, après quelques heures, parce qu'il y a quelques heures de traitement, vous allez recevoir un courriel avec un lien et vous allez pouvoir accéder à votre enregistrement et même lui faire quelques petites adaptations très légères, donc de couper le début, couper la fin, par exemple. Donc, vous cliquez sur « Enregistrer » et voilà, dès que votre réunion va démarrer, automatiquement, l'enregistrement va avoir lieu. Donc, ça, c'est la méthode numéro 1. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient le faire manuellement pendant la séance, vous pouvez aussi l'activer manuellement. C'est tout aussi simple, en fait. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les boutons de paramètres que vous voyez lorsque vous êtes animateur d'une séance Zoom. Il y a le bouton simplement « Enregistrer ». Et puis, lorsque vous cliquez, vous pouvez encore une fois choisir si vous voulez l'enregistrer sur l'ordinateur ou dans le cloud. Et lorsque vous êtes en train d'enregistrer, en haut à gauche de votre écran, ça va être écrit « En cours d'enregistrement », tout simplement. Et à la toute fin de l'enregistrement, c'est simplement lorsque vous allez mettre fin à la réunion que vous allez enclencher l'enregistrement, que vous allez enclencher la sauvegarde. Et donc, si c'est un enregistrement local, ça va se télécharger directement. Ça peut prendre un peu de temps si, bien sûr, la séance a été longue. Et si c'est un enregistrement sur le cloud, vous allez le recevoir par courriel quelques heures après la fin de l'enregistrement. Donc, voilà sur comment enregistrer avec Zoom. Je reviens. Hop. Peut-être que, Fabien, tu peux revenir à la présentation. Florent, pardon. Juste un instant. François, il y avait Marie-Ève Ross qui a une question au sujet du cloud. Oui. Est-ce que tu peux me l'énoncer ou est-ce que Marie-Ève peut prendre la parole, peut-être? Il faudrait qu'elle prenne la parole, oui, parce que je ne connais pas la question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend très bien. Oui, en fait, moi, je voulais savoir parce que j'ai déjà fait l'enregistrement directement sur Zoom. Ça s'est transformé en MP4 et je l'ai mis sur Studium. Est-ce que c'est la même chose si je l'enregistre par le cloud? Est-ce que je vais pouvoir le déposer sur Studium ou est-ce qu'il est plus lourd que lorsque je le dépose avec Zoom Enregistrement? Je ne saurais dire s'il va être plus lourd, mais une chose qui est intéressante avec l'enregistrement Zoom, sur le cloud donc de Zoom, vous pouvez carrément mettre le lien Zoom. Donc, pas obligé de télécharger la vidéo et de la faire héberger par Studium. Donc, la limite de données ne s'appliquera pas si vous procédez ainsi. OK, merci. Ça fait plaisir. Donc, voilà pour Zoom, bien que l'outil Zoom, en fait, à la base, n'est pas nécessairement fait strictement pour faire de l'enregistrement vidéo. Ça fonctionne très bien comme outil de base lorsqu'on veut se lancer dans l'enregistrement de séances de cours, effectivement. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Alors, effectivement, c'est particulièrement pratique. Dans le diaporama, on vous met aussi une très, très brève vidéo d'1 minute 30 qui vous synthétise aussi comment procéder, ce que François a réussi à faire en 3-4 minutes montre en main. C'était vraiment super. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Donc, évidemment, n'hésitez pas à intervenir, à lever la main ou poser vos questions dans le clavardage. Ça nous fera plaisir d'y répondre tout au long de la présentation. J'ai perdu ma fenêtre de conversation, donc n'hésite pas à m'avertir les collègues s'il y a des choses qui apparaissent. On passe à la prochaine diapo. Oui, alors je profite de la question de Selena concernant Adobe Connect. Effectivement, c'est une très bonne question que vous posez là. Effectivement, il y a eu un changement qui a été réalisé au cours des derniers mois. Alors, pas tant le CPU que l'université au complet. Nous utilisons aujourd'hui davantage Zoom que Adobe Connect, dont les licences de mémoire sont très peu nombreuses aujourd'hui. Par contre, Zoom, c'est vraiment devenu l'outil institutionnel par excellence. Voilà. Donc, pour la suite des choses, on vous a présenté donc dans un premier temps le PowerPoint Narré, qui est, comment pourrais-je dire, la chose la plus simple à réaliser. La fonction d'enregistrement de Zoom qui va commencer à vous permettre à faire des choses un petit peu plus avancées. Donc,
du son, de la vidéo et évidemment un document, donc un PDF, un PowerPoint. Et puis, on peut aussi aller un petit peu plus loin. Et pour aller plus loin, alors évidemment, comme l'aurait dit Voltaire, sky is the limit. Et pour aller plus loin, notamment ce qui vous est suggéré avec l'Université de Montréal, c'est aussi un nouveau logiciel qui est en cours d'implantation, c'est le logiciel Ensemble Vidéo. Je vous laisse le présenter, les collègues. Oui, donc en fait, Ensemble Vidéo, c'est une solution qui va être déployée assez rapidement, donc dans les quelques prochaines semaines/mois. En quoi ça consiste? En fait, c'est un logiciel qui permet en quelques clics seulement d'enregistrer, de capter l'écran, donc d'enregistrer ce qui se passe à l'écran, par exemple un PowerPoint narré, mais ou aussi de pouvoir capter la caméra, donc un peu comme Zoom le fait, donc capter le professeur par exemple. L'avantage de cette plateforme-là qui va bientôt être déployée de façon institutionnelle, c'est qu'une fois que la vidéo est enregistrée, il s'en va sous votre propre compte qui est lié à l'université. Et donc, vous pouvez toujours le retrouver à cet endroit. Il est hébergé dans le nuage, mais dans le compte de l'université. Vous allez pouvoir procéder à une édition simple du vidéo directement dans Ensemble Vidéo. Et un peu comme on l'a mentionné avec Zoom, vous allez également pouvoir reprendre directement l'adresse et la partager. Donc, partager l'adresse à partir de l'hébergement d'Ensemble Vidéo à la place de téléverser le vidéo, de télécharger le vidéo pour l'insérer dans Studium et risquer de manquer d'espace de stockage, par exemple. Donc, au niveau du workflow ou du flux de travail en français, pardon, ça va être vraiment un plus. Alors, je vais prendre la parole une petite minute pour rajouter un petit peu. Écoutez, Ensemble Vidéo, c'est une solution très puissante. Ce qui est intéressant, c'est l'intégration, c'est-à-dire qu'on peut capturer l'écran, on peut capturer la webcam, on peut faire en fait, il y a un dépôt. Éventuellement, vous aurez chacun votre bibliothèque, mais on est à une étape de projet pilote. Donc, à l'étape du projet pilote, vos vidéos seront déposées dans la librairie du CPU. Alors, donc, ceux qui sont intéressés, et puis à terme aussi, c'est une plateforme qui permet de diffuser l'enregistrement, donc de contrôler la confidentialité. On peut, si on choisit, aller diffuser sur des plateformes publiques comme YouTube ou vidéo, mais on peut tout à fait diffuser en mode privé. En plus, Ensemble Vidéo permet de faire du streaming, c'est-à-dire la diffusion, et c'est aussi la solution qui est en train d'être déployée pour pouvoir faire de la captation en classe et de la rediffusion. Alors donc, on nous demandait notamment sur Zoom comment cela fonctionne, les vidéos qui sont enregistrées sur le cloud. Alors c'est vrai, effectivement, c'est de l'info nuagique qui appartient à Zoom, mais par contre, ce n'est pas YouTube, ce n'est pas public. Il faut savoir que si vous faites un enregistrement avec votre compte Montréal grâce à Zoom, l'enregistrement, le dépôt, ne pourra être accédé qu'avec le mot de passe spécifique. Donc, il faudra communiquer à vos étudiants. En résumé, après votre webinaire que vous aurez donné à vos étudiants ou après l'enregistrement de votre capsule vidéo, il vous suffira simplement de partager une URL, oui, mais qui vient aussi avec un identifiant Montréal et un mot de passe. Bref, tout le monde ne peut pas y accéder. Donc, rassurez-vous, ce sont vos notes de cours, c'est vrai, et donc ça reste protégé en interne. C'est déposé chez Zoom, c'est vrai, mais seulement les gens de l'Université de Montréal pourront y accéder. Voilà, alors on continue de progresser dans les différents outils qui sont à votre disposition et évidemment les logiciels sur Windows et macOS. Vous savez, il y a toute une ribambelle de logiciels qui viennent avec les OS. Donc sur Windows, alors il y a eu de très belles avancées au cours des dernières années. On peut aujourd'hui faire l'enregistrement de la vidéo avec le logiciel qui s'appelle Camera et on peut faire le montage avec Photo. Allez savoir pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est assez incohérent, mais ça marche très bien. Donc, le logiciel Camera pour faire la captation et le logiciel Photo pour faire le montage. Et chez macOS, vous le savez, il y a QuickTime et puis il y a iMovie qui est le logiciel qui équivaut à Photo chez macOS, qui lui n'est pas inclus spécifiquement dans macOS, mais qui se télécharge gratuitement. Donc, essentiellement, ce sont les deux grandes solutions propriétaires qui viennent avec Windows, qui viennent avec macOS. Ce sont deux formules qui permettent de faire facilement des captations vidéo et relativement facilement du montage. Évidemment, pour une première expérience, ce serait peut-être pas ce vers quoi on souhaite vous orienter, mais ça se fait relativement bien. Et surtout, là aussi, pour un coût nul, car ce sont des logiciels qui viennent avec votre OS.
Alors là aussi, ça nécessiterait de prendre beaucoup de temps pour vous présenter comment fonctionnent ces logiciels. Mais là aussi, on vous a mis un lien YouTube. Vous l'avez sur la droite et Caroline, si ce n'est pas déjà fait, va vous le poster dans quelques instants pour partager donc ce lien YouTube. Et vous pouvez voir donc la petite face de François dans un coin, Caroline aussi, j'étais là aussi. C'est une vidéo qu'on a fait 3 jours avant le début du confinement et on vous avait donc préparé à cette époque-là un webinaire pour vous présenter comment faire des vidéos pédagogiques. Et donc, on renouvelle l'expérience aujourd'hui, mais on vous met à disposition ces tutoriels. Bruno, tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est sur le point précédent. On y allait dans l'ordre de complexité. On est passé un petit peu rapidement. Je voulais quand même souligner qu'il y a quand même une communauté d'utilisateurs de Camtasia à l'Université de Montréal. Ce n'est pas un logiciel qu'on supporte institutionnellement, mais en réalité, nous aurons, en fait, on a quand même une communauté d'utilisateurs assez grande et dans l'ensemble des logiciels commerciaux qui existent, on s'est entendu que c'est probablement le plus performant, en fait, en termes de compromis entre facilité d'utilisation et performance, parce qu'avec Camtasia, on peut faire la captation, on peut faire un montage assez sophistiqué. Donc, ce qu'on peut faire avec Ensemble Vidéo, c'est quand même un montage très simple, mais qui va répondre aux besoins de beaucoup d'enseignants, peut-être 75%. Ceux qui connaissent déjà Camtasia n'auront pas nécessairement mieux avec Ensemble Vidéo. Camtasia, pour ceux qui sont un peu nos power users ou les gens qui veulent aller plus loin, c'est probablement le meilleur compromis. Merci Bruno. Donc on parlait du logiciel Ensemble Vidéo, ça vous est écrit il y a quelques instants, et du logiciel Camtasia, donc ça va vous être partagé. Voilà, donc on commence à avoir vraiment une gamme de choses assez étendue. Le PowerPoint Narré avec Microsoft PowerPoint, on a Ensemble Vidéo, on a Zoom, on a les logiciels qui sont pour ainsi dire fournis avec vos ordinateurs sur Windows ou sur macOS, avec des fonctionnalités de montage qui sont très avancées. Et puis évidemment, il y a toute une gamme de logiciels qui sont aussi donc à votre portée. On essaye quand même de soutenir le logiciel libre. Quand on dit on soutient, on l'appuie d'une certaine manière, mais sur le plan institutionnel, évidemment, pour les logiciels que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, nous n'apportons guère de soutien. Pour les logiciels libres qu'on vous présente à l'écran, pour l'enregistrement, vous pouvez utiliser OBS, pour le montage, vous pouvez utiliser OpenShot Video Editor. J'insiste bien là-dessus. Vous pouvez les essayer de votre côté. Nous, on ne vous appuiera pas si vous rencontrez des problèmes, mais sachez que ce sont des logiciels qui sont vraiment très fonctionnels, très puissants et qui vous permettraient de faire des choses vraiment très léchées, là aussi sans débourser le moindre dollar. Du côté des logiciels propriétaires, alors il y a aussi beaucoup de choses qui existent. Parmi les choses qui sont soutenues par l'Université de Montréal, il y a donc Ensemble Vidéo, Bruno vous en a parlé. Il y a aussi Camtasia, qui est un logiciel un peu plus avancé, donc qui comprend une capacité d'enregistrement de votre webcam, de votre écran, du son, etc., avec aussi un logiciel de montage. Donc, c'est vraiment une solution logicielle intégrée qui est vraiment puissante et intéressante. Pour ces deux logiciels-là spécifiquement, il pourra y avoir un certain soutien à l'Université de Montréal, mais pas pour d'autres. Voilà. Et si on veut continuer d'aller plus loin, vous allez me dire, écoutez, là aussi, ça dépend de ce que vous souhaitez investir en termes de temps, mais aussi en termes d'argent. Il faut savoir malgré tout que depuis quelques années, il y a toute une gamme de matériel qui s'est largement démocratisée et qui sont vraiment à la portée, je ne vais pas dire de toutes les bourses, il ne faudrait pas exagérer, mais qui vraiment, tout ce que vous avez à l'écran coûte en général à peu près $50, $100 maximum. Donc, il y a la possibilité de s'équiper à relativement peu de frais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer donc ces captations vidéo? Il y a notamment une caméra HD que l'on peut utiliser donc, alors ça peut être évidemment la caméra HD intégrée à son ordinateur, mais ça peut aussi être une caméra externe qui en général va quand même avoir une meilleure précision, une meilleure définition. Vous pouvez aussi utiliser votre smartphone et Bruno va vous le présenter dans quelques instants comment on peut utiliser ça. Vous pouvez aussi utiliser un micro-cravate, vous savez, ce sont les fameux micros qu'on utilise à la télévision, donc c'est assez discret, ça se pince sur le bord de la chemise, ça se voit à peine. Vous pouvez aussi utiliser un micro sur pied et puis vous pouvez aussi évidemment utiliser des lampes de bureau, voire même un kit d'éclairage. Alors j'ai découvert ça assez récemment, c'est vraiment super. Aujourd'hui, vous avez donc des kits d'éclairage pour moins
de 100 $. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un système d'éclairage qui va faire en sorte que vous avez quelque chose de, on va quand même pas dire professionnel, mais qui pourra faire compétition avec les youtubeurs les plus célèbres. Non, j'exagère un peu, mais ça pourra faire vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, tout ce que vous avez à l'écran, c'est relativement accessible en termes donc comment je pourrais dire ça, d'ergonomie. C'est pas très compliqué à utiliser. Et sur le plan financier, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on pouvait avoir il y a encore 2-3 ans. On vous a mis donc des tutoriels, on vous a mis aussi des comparatifs, notamment les comparatifs. C'est un comparatif qui a été réalisé par le journal Le Monde, donc c'est quand même relativement sérieux. Voilà, donc si vous avez ce genre de choses, vraiment vous pourrez faire de belles productions vidéo. Voilà. Alors, quelques petites précisions malgré tout. Les choses à ne pas oublier. Le son, l'éclairage, le cadrage et le plan. Alors, concernant le son, vous le saurez certainement, vous imaginez qu'il est beaucoup plus simple d'avoir une bonne captation du son en amont que finalement de faire des montages en aval pour couper des bruits de fond, pour couper l'enfant qui joue en arrière, etc. Donc, évidemment, si vous partez en production, en enregistrement, essayez de faire en sorte de vous sauvegarder en quelque sorte une dizaine de minutes la plus tranquille possible. Ça vous évitera bien des déboires en aval. L'éclairage aussi, alors faites en sorte qu'il y ait un minimum d'éclairage autour de vous. Parmi les choses qui sont suggérées, eh bien, c'est le fameux éclairage en 3 points, en triangle. Vous avez un schéma qui est à l'écran qui vous le synthétise. Et les petits kits dont je vous parlais, qui coûtent moins de 100 $ aujourd'hui, je crois que j'en ai vu un à 70 tout à l'heure, permettent d'avoir des éclairages qui permettent de limiter les ombres comme on peut en avoir. Et puis le cadrage. On va revenir sur l'éclairage tout à l'heure, mais le cadrage, vous avez un exemple derrière vous. Qu'est-ce qu'on a comme point commun là-dedans? Eh bien, en général, on a les yeux qui sont dans le dernier tiers supérieur de l'écran. Et alors, si vous voulez faire des bonnes vidéos pédagogiques, évidemment, on peut aller encore un petit peu plus loin en faisant attention à ce que l'on appelle donc la règle des tiers. Alors, la règle des tiers, je vais vous montrer assez rapidement ce que c'est. Voilà, vous l'avez à l'écran. Et finalement, ça, c'est une technique qui est utilisée en cinéma. On va essayer de faire en sorte que le regard, voilà, le point qui est entre les deux yeux, va se trouver au croisement tiers gauche supérieur droit ou tiers supérieur gauche. Donc, on voit ici que la dame, son visage est au tiers supérieur droit. Et on voit aussi que de l'autre côté, l'autre personnage du film est dans le tiers inférieur gauche, donc comment pourrais-je dire ça, à l'opposé. Voilà. On dit petit commentaire juste pour mentionner qu'on ne voit pas ce que tu nous montrais. C'était pas le bon écran partagé. Ah, ben tout simplement. Je vais arrêter le partage une seconde, tout simplement. Voilà. M'excuserez. Voilà, je présentais en fait cette image de fond qui est un extrait de film. Voilà. Donc vous avez la fameuse règle des tiers, donc qui fait en sorte finalement que ça va permettre d'avoir une répartition de l'image qui est beaucoup plus équilibrée et qui vous permettra par ailleurs de faire des incrustations au besoin de texte, de ne pas cacher votre diaporama. Donc, si vous prenez cette habitude de vous placer dans le tiers droit ou dans le tiers gauche en haut, eh bien, vous allez pouvoir développer vos diaporamas, vos PowerPoint en conséquence. Donc, vous saurez toujours que vous aurez votre texte d'un côté ou dans l'autre au besoin. Voilà, j'en finis avec cette petite démonstration. Je vais demander à peut-être 2 personnes autour de la table d'activer leur vidéo et de nous faire une petite présentation personnelle. Vous comprendrez que, en fait, déjà, vous pouvez regarder la mienne très brièvement. Je vous dirai qu'elle n'est pas exemplaire sur plusieurs plans, on pourra y revenir, mais je vous dirai aussi en même temps qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, j'invite peut-être 2 de mes collègues dans les participants. Jérôme, vas-y, active ta caméra et dis-nous un petit mot. Alors, bonjour, mon nom c'est Jérôme Del Castillo, je suis professeur à la faculté de médecine vétérinaire. Je suis présentement avec un iPad, fait que c'est un petit peu difficile de faire du cadrage. J'espère que ça vous sert d'une introduction adéquate. S'il y a quoi que ce soit,
j'ai mis mon adresse email sur le chat. Merci. Merci beaucoup. Je dois avouer que je suis quand même impressionné. Oui, l'écran bouge, en même temps, la luminosité est très bonne, le contraste aussi, l'avantage, le plan. Moi, je vous trouve un petit peu rapproché en termes de grosseur du visage. C'est peut-être, mais en même temps, si vous vous éloignez un peu, déjà, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Vous avez un arrière-plan qui est intéressant. C'est peut-être le seul problème, c'est l'impression que ça bouge. Donc, peut-être de mettre votre iPad sur un petit support, quelque chose comme ça. Déjà, on sent que ça bouge moins. Je pense que vous l'avez peut-être déjà déposé sur son support. C'est ça. En fait, j'ai une table pivotante sur laquelle je peux avoir mon ordinateur et mon iPad simultanément. Puis, c'est ça. Alors, ça me donne... le problème, c'est que des fois, je donne des coups de talon sur le pied de la table et donc, ça fait de petites vibrations. C'est intéressant, on voit que vous avez un mélange de lumière naturelle, lumière artificielle, ça marche plutôt bien. Il y a un côté du visage qui est un peu d'ombre, mais ça marche très, très bien. Aranza, on vous invite à partager. Merci beaucoup, Jérôme, de ce partage. Aranza, on vous invite à partager nous faire une petite présentation de votre contexte de travail. Alors, je m'appelle Arantxa Toquero, j'enseigne au Centre des langues, je suis professeure d'espagnol, puis étant donné que je vais devoir quand même interagir beaucoup parce que les cours de langue sont fondamentalement interactifs, je vais être en mode synchrone souvent. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le fond n'est pas terrible, mais je suis en plein déménagement, puis c'est la seule partie de la maison qui ne soit pas le bordel total, là, tout de suite. Alors, je choisis les escaliers. Moi, je trouve que ça marche très bien. Laissez votre caméra activée peut-être, qu'on voit. En réalité, la seule chose qui me dérange un peu peut-être, c'est que vous soyez en plein centre. C'est-à-dire que le plan va bien. L'éclairage marche bien. Et peut-être, si vous vous déplacez plutôt de l'autre côté, et si jamais vous avez une image que vous voudriez déplacer puis mettre sur la porte, vous auriez l'opportunité peut-être de faire quelque chose puis d'utiliser l'espace de mur pour montrer quelque chose. Mais votre visage est bien éclairé, une luminosité est bonne. Maintenant, vous avez respecté la règle des tiers. Je trouve que ça marche très bien. Alors, François, tu as quelque chose à rajouter? Oui, donc, si vous voulez bien, je peux vous partager un peu mon paramétrage maison. On était dans le commentaire sur Aranza. Alors, Aranza, quand même, écoutez, tout le monde est un peu dans la même situation. Moi, je suis dans la chambre de mon fils qui est inoccupé. Alors, ça fait un peu nu. J'ai essayé d'intégrer un mélange de lumière naturelle, artificielle, mais... Il y a juste un truc que j'ai remarqué. J'étais en réunion avec mes collègues du Centre des langues vendredi. On était 40 personnes. Puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde que personne ne leur avait dit juste de surélever un petit peu le portable pour éviter d'avoir des grands plans sur les narines du professeur. Le surélevé permet aussi d'avoir un angle qui est différent. C'est une belle idée. Donc, ça nous donne un plan qui est différent, le surélevé. C'est une très bonne idée. Comme ça, merci beaucoup de votre remarque. Donc, écoutez... Contrôler un peu ce qu'on a au fond, parce que aussi, c'était quand même assez... On est tous en confinement, puis on n'a pas tous des grosses maisons, puis des fois, on voit les conjoints qui passent en arrière. Donc, essayer d'être dans une place de la maison, c'est pas trop passant non plus. Je vais répondre à Jérôme. Jérôme, la réponse à ça, c'est difficile, parce qu'on peut avoir avec la luminosité, c'est des effets. Si on met un effet comme ça, un effet de plongée, ça va donner un effet de domination. Si on met très loin avec un plan comme ça va donner un autre type d'effet. C'est juste pour dire que, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais tout ça sont des choix qui ont une petite influence. En même temps, on veut que ça soit fluide, que vous puissiez présenter facilement. Ce n'est pas toujours sur vous que sur la caméra. Oui, donc j'en profite pour vous présenter comment que je me débrouille avec ce que je considère être très peu d'équipement. Donc, en ce moment, j'ai fait un petit paramétrage maison sans aucun équipement professionnel. Puis, il y a quelques trucs qu'on peut prendre aussi là, pour optimiser ce qu'on a déjà chez soi. Donc, la première chose que vous pouvez voir peut-être, c'est, puis ça a été mentionné justement à l'avance, on a eu des bons exemples, en élevant légèrement l'ordinateur. Donc, moi, je le fais, je vais vous le montrer dans un instant, là, je le fais avec des livres, tout simplement, ça peut être fait avec une boîte. On peut en arriver à une vue en quelque sorte perpendiculaire. Effectivement, là, ce qu'on veut probablement éviter, c'est quelque chose comme ça. En même temps, c'est moins avantageux pour vous physiquement, donc on veut aussi se présenter à notre meilleur jour. Donc, une vue perpendiculaire. Donc ça, je le fais simplement avec des livres. C'est assez simple.
Au niveau, là, on a mentionné le son également un peu plus tôt. Au niveau du son, vous pouvez voir que j'utilise un casque d'écoute. Ça, c'est un casque qui coûte environ 30 $. Il ne faut pas besoin d'avoir un casque professionnel. Donc, le résultat au niveau du son là, va surtout venir, oui, au niveau du micro, mais si on s'assure d'atteindre un certain minimum, au niveau du bruit, après le reste, on va le chercher au niveau du bruit ambiant, dans l'environnement dans lequel on est. Donc, s'assurer d'être dans une pièce fermée, avec pas trop de ventilation, qu'on n'entend pas le trafic dehors, par exemple. Présentement, je suis dans mon bureau et c'est là que je vais peut-être activer ma caméra. Donc, ma deuxième personnalité Zoom, on va dire ça comme ça. Et je vais mettre ça en vedette. Oui, voilà. Donc, quand je vous parlais, là, j'ai simplement mis 3 livres en dessous de mon ordinateur pour l'ajuster, pour qu'il soit un peu plus à la hauteur de ma tête. On parlait de luminosité tout à l'heure. Ben, on recommande, dans un monde idéal, d'avoir 3 sources lumineuses, mais déjà à 2, ça peut faire une bonne différence. Donc, j'ai une petite lampe USB que j'ai ici. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai acheté qui est relativement abordable, environ à 20 $. Et ma deuxième source lumineuse, ben, vous l'aurez deviné, simplement une grande fenêtre là, qui ajuste, qui m'éclaire à la droite. Donc, ces 2 sources-là ensemble, ça donne un assez bon résultat en partant. Voilà. Et donc, ça, c'est pour ce qui est de la lumière. Et au niveau du... je souhaitais mentionner aussi au niveau du son, là, des écouteurs comme ceux-ci, là, qui sont... il y en a beaucoup. Faut faire attention, là, c'est pas toute la même chose. Mais il y en a plusieurs là, qui possèdent un assez bon micro là, pour avoir un assez bon résultat. Puis encore une fois, ce résultat-là là, il va être beaucoup affecté par l'environnement dans lequel on se trouve. Et là, je reviens un petit moment et j'en profite pour faire une dernière aparté par rapport avec ce qu'on peut faire. Voilà. Je vais éteindre ma caméra ici. Et donc, quand on parlait de la règle du tiers, là, ça dépend dans quel scénario qu'on peut se trouver, mais je vous donne un petit truc qui peut être intéressant. On peut changer le fond d'écran sur Zoom. Et donc, par exemple, si je fais simplement mettre un fond d'écran blanc en arrière de moi, là, c'est sûr que j'ai peut-être pas un gilet, vous voyez que le contraste peut être important, mais si j'utilise la règle du tiers, et si j'ai un meilleur équipement, donc derrière moi, j'ai pas de fond vert, j'ai rien, bien, on peut facilement, avec la règle du tiers, dans l'autre 2 tiers, peut-être au montage, ajouter des mots-clés ou des choses comme ça. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant également. Donc, voilà pour ce qui est de mon petit paramétrage maison. Une petite réponse à Karine. Comment utiliser le téléphone comme deuxième caméra? En réalité, c'est très simple. On se branche. Il y a une application pour les téléphones intelligents qui s'appelle Zoom. On ouvre l'application Zoom et on se connecte à la réunion. Alors, c'est un peu comme une nouvelle identité. Et on pourra en dire un petit peu plus dans le prolongement du webinaire. Je voulais faire une démonstration de comment on peut utiliser son téléphone intelligent comme caméra document. Alors, voilà. Tu peux peut-être prendre la question de Daniel Ouimet. François, avant qu'on passe à la suite. Les commentaires déroulent rapidement. Est-ce que l'on pourrait mettre un document ou un PowerPoint en arrière dans Zoom? Pas directement, en fait, à moins que vous ayez un espace pour afficher derrière vous, pas directement dans Zoom. Par contre, c'est le genre de choses qui peut être relativement facile à faire dans les logiciels de montage, comme sont les logiciels de montage qu'on a fait référence un peu plus tôt dans le webinaire, ou par exemple avec Camtasia. Donc, c'est possible de rajouter ça derrière assez facilement. Donc, voilà, ce serait la chose à faire. Excusez-moi, dans mon expérience avec Zoom, lorsqu'on enregistre comme ça des présentations, le présentateur est en mortaise, dans une image en mortaise avec le fond avec la présentation PowerPoint en plan principal. Effectivement, donc c'est effectivement des fois la solution la plus simple nous échappe, là, mais comme Florent l'avait fait tout à l'heure, si on partage un écran, par exemple, si je vous repartage mon PPT de tout à l'heure, voilà, et puis si on enregistre comme ça, oui, effectivement, c'est la façon de faire qui est la plus simple si on veut voir notre visage et en même temps voir la présentation. L'enregistrement va se faire tel quel. Donc, dans l'enregistrement, vous allez voir la diffusion du PPT et mon visage en haut à droite, par exemple. Que je pourrais aussi mentionner quelque chose. Habituellement, les caméras
les caméras de téléphone cellulaire ou iPad ou ordinateur, c'est des lentilles de poisson. Ça fait que c'est toujours bon de s'éloigner un peu de la caméra parce que sinon on a l'air un peu comme, on va dire, joufflu. Absolument. D'accord, merci François pour cette partie. Je vais inviter Florent à reprendre la main et puis à nous faire le partage d'écran. On va commencer en fait la dernière section du webinaire sur la vidéo pédagogique. Alors, en fait, le travail que je vais vous présenter est issu d'un travail qu'on a fait, un travail de recherche et de développement dans le cadre d'un projet qui s'appelait Mathématiques. Alors, tu peux y aller, Florent. Alors, on va commencer déjà par visionner. Écoutez, on va y aller, on va être tous en exploration. On va visionner environ 1 minute et demie d'un exemple qui vous est présenté et vous allez, suite à ça, commenter l'exemple, ses qualités, et les aspects qui pourraient être améliorés. À toi, Florent. Les probiotiques sont définis comme étant des micro-organismes vivants, bactéries ou levures, qui, ingérés en quantité suffisante, ont un effet bénéfique sur la santé en améliorant l'équilibre de la flore intestinale. La flore intestinale représente l'ensemble des micro-organismes qui se trouvent dans les intestins. Selon des données récentes, la microflore intestinale humaine est composée de plus de 1000 espèces, 7000 souches et représente environ 10 à la 13 cellules bactériennes, soit environ le même nombre de cellules que contient le corps humain. 70% de tous les microbes présents dans le corps humain sont localisés dans le côlon ou le gros intestin. On retrouve une grande diversité de bactéries dans le microbiote, dont de bonnes bactéries, telles que les lactobacilles et les bactérioïdes, mais également de mauvaises bactéries, telles que le Campylobacter jejuni, Salmonella enterica et Escherichia coli, mais en plus faible nombre. On ne veut pas que ces bactéries pathogènes prolifèrent. Chez des individus en santé, la composition du microbiote varie d'un individu à un autre en termes de proportion des bactéries. Je vais me permettre d'arrêter la vidéo maintenant. Vous pourrez continuer de la regarder ultérieurement si vous souhaitez en apprendre davantage sur le microbiote. Ce que l'on souhaite faire essentiellement, c'est d'avoir vos rétroactions, votre point de vue sur cette petite capsule vidéo qui a été proposée donc par un collègue. Pour ce faire, on va vous demander d'aller à cette adresse URL que ma collègue Caroline vous a peut-être déjà partagée en commentaire. Vous pouvez aussi utiliser le code QR avec votre téléphone si vous souhaitez y accéder. Et en fait, ça va vous permettre d'aller directement sur un outil de sondage en ligne dans lequel nous allons vous demander d'écrire en quelques mots-clés ce qui vous semble être des qualités et des défauts concernant cette vidéo. Alors, la balle est en votre camp. On va prendre quelques minutes pour écouter ce qui, selon vous, constitue des qualités et des défauts concernant la vidéo que l'on vient de regarder à l'instant. Et pour ce faire, vous allez à l'adresse frama.link/commentaire avec un S vidéo. Bon, alors, bonjour à tous. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on voit? Qualité, on voit les images, bon, trop de texte. Bon, écoutez, c'est un peu, en fait, on a beaucoup de réactions. L'enseignant, qualité, visage, dynamique, donc les images, la prononciation, intéressant, son, voix, parole, écoutez, voilà. On a quand même, c'est une vidéo faite par un collègue. Je vous dirais, je prendrais peut-être une ou deux interventions plus verbales sur votre perception des qualités de cette vidéo-là ou des points améliorés. Donc, vous n'avez qu'à lever la main pour que je vous donne la parole. Je crois que le vidéo était assez dépouillé, donc il n'y avait pas trop de distracteurs. Ça allait vraiment à l'essentiel du sujet. Défaut, je dirais que le son était un peu inégal
entre les bruits pour faire apparaître les bulles de texte et après ça, l'énoncé en voix off. Oui, vous avez bien remarqué, puis la qualité audio d'enregistrement de la voix était peut-être pas optimale. Peut-être c'était un petit peu dérangeant. D'autres commentaires? Je ne vois pas personne qui ose. Je vais y aller de mes propres commentaires. Écoutez, c'est une vidéo qui a été faite par un collègue qui s'appelle Guy Rousseau. Jocelyn Ross, à vous. Ben, moi, mes commentaires, je dirais un défaut, c'est que, première chose, lorsque le texte apparaissait et qu'il faisait la lecture du texte, pour moi, ça faisait comme « Oh, mon œil a déjà lu le texte, puis ensuite j'entends la voix ». Comparativement à quelques diapositives un peu plus tard, où que là, il y avait un texte qui apparaissait qui était court, et là, il faisait une lecture, mais qui était différente et qui venait complémenter le texte qui était là. Défaut que j'ai trouvé, c'est que oui, il y avait les qualités des transitions des images avec des apparitions différentes, mais le défaut, c'est que le clic d'un diaporama, lorsqu'on présente certaines choses, ben, c'est d'enlever ce clic-là. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, écoutez, moi, je trouvais que pour une vidéo faite avec les moyens du bord par un professeur, je trouvais qu'il y avait une amorce très originale qui attirait l'attention puis qui était différente de la tête parlante. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Il y avait quand même un choix très approprié des images, des illustrations sélectionnées pour appuyer le propos, donc la cohérence. Puis il y avait une façon d'amener le sujet, je trouvais, qui, en termes de scénarisation, suscitait l'intérêt. Alors, voilà. Écoutez, c'est un exemple. Je vais t'inviter à ce qu'on passe au prochain exemple, Florent. Allons-y. Alors, là aussi, on va regarder encore un extrait d'environ 1 minute 30 d'une nouvelle vidéo. Et puis, vous pourrez aussi vous exprimer à la même adresse. Et je vais me permettre de préciser mes consignes. Voilà, plutôt que d'écrire des phrases, écrivez exclusivement des mots-clés. Voilà, plutôt que des phrases, sujet, verbe, complément. Donc, juste un qualificatif qui correspond à ce que vous retenez de cette vidéo. C'est parti. Bonjour, on va s'intéresser maintenant à la structure des protéines. La structure des protéines est importante parce que c'est dans cette structure que résident les capacités pour les protéines à exercer leurs fonctions. Une protéine, c'est un polymère. Le monomère qui s'assemble pour former ce polymère, c'est l'acide aminé. Un acide aminé, c'est un carbone central avec 2 fonctions, une fonction acide et une fonction amine. On a aussi sur ce carbone central une chaîne latérale dont on parlera plus tard. La formation du polymère se fait grâce à ce qu'on appelle les liaisons peptidiques qui sont faites par l'acide qui vient d'un premier acide aminé et la fonction amine qui vient de l'acide aminé suivant. On voit ici la réaction de condensation qui supprime une molécule d'eau et qui forme ce polymère. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'ici, on a un grand nombre de chaînes latérales, donc un grand nombre d'acides aminés. Dans les êtres vivants, dans les protéines, on en retrouve 20. Et ces chaînes latérales sont très très différentes les unes des autres. On a sur chacune d'elles une fonction qui est différente. On a des fonctions acides, des fonctions basiques, des fonctions qui sont petites, d'autres qui sont grandes, des fonctions polaires et des fonctions apolaires. Ces différentes fonctions ont entre elles des effets. Bon, alors maintenant, vous en saurez beaucoup plus sur les acides aminés et on va passer aussi là à vos commentaires, donc avec juste quelques qualificatifs, toujours à la même adresse, comme tout à l'heure. Vous pouvez retourner dans votre navigateur à la même adresse que vous avez utilisée tout à l'heure. Donc vos réponses vont avoir été effacées. C'est parti. Alors, écoutez, pas de... Bon, clair, dynamique. Clair, dynamique, clarté, problème. C'est intéressant, c'est une vidéo qui m'a été soumise par une prof, qui a été repérée par une prof de chimie dans la dernière version du cours. Mais écoutez, moi, je la trouvais plutôt pas mal. Je vais quand même demander à 1 ou 2 personnes dans la salle de s'exprimer, de lever la main. Peut-être une personne, un volontaire, une volontaire. Bonjour. En fait, moi, ce que je trouvais, c'est que de le voir au complet, je ne suis pas certaine que ça nous aidait tant que ça. Puis les animations qui étaient sur le côté, j'aurais voulu que
vu que je suis pas dans le domaine, que ce soit plus animé, plus utile, parce que là, ça bougeait, mais ça donnait rien que ça bouge. Donc, moi, c'était mon commentaire, c'est plus sur le visuel que sur d'autres aspects, peut-être. Merci beaucoup, Julie. Julie, vous êtes prof en quoi? En audiologie. En audiologie. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y a un prof de chimie dans la salle? Oui, il y a une chimiste ici. Alors, j'inviterais, est-ce que c'est Suzanne? Oui, c'est Suzanne. Alors, Suzanne, je vous inviterai à commenter cette vidéo. Ben, moi, pendant que je l'écoutais, c'était ma question que j'avais 2 minutes auparavant, c'est-à-dire avec Zoom, comment on peut projeter quelque chose en arrière sur le même écran, qu'on parlait du fameux tiers. Alors, je me suis posé la question, mais comment il a fait projeter quelque chose en même temps qu'il se projette lui-même et on voit que c'est comme en background. Ça, c'était ma question technique. On peut y revenir. Pour mon commentaire, je rejoins ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire la personne prenait peut-être trop de place pour les détails qui sont beaucoup plus, qui sont plus intéressants que le prof, mais j'aurais aimé plus des fois utiliser comme la souris, amener des objets qui attirent notre attention sur telle molécule et pas en gros plan le prof. Mais je ne sais pas moi comment je vais faire là, au fait, parce que je vais avoir à les faire mes cours aussi en ligne et j'ai aucune idée qu'est-ce qui est le mieux. Merci beaucoup, Suzanne. Moi, j'avoue, je la trouvais plutôt pas mal, cette vidéo, mais il y avait 2 profs de biochimie dans mon cours qui l'ont critiqué vertement. Surtout, en fait, ils nous parlent des fonctions chimiques, mais sans les illustrer adéquatement. Ils nous parlent des différents types d'acides aminés. Puis c'est un peu quand ils nous parlent des différentes fonctions, des différents types d'acides aminés, d'acides aminés, il reproduit la même structure. Donc, les choix visuels qu'il a fait pour expliquer sont loin d'être optimales et ça leur faisait dire que ces explications, en fait, étaient loin d'être claires pour quelqu'un qui s'approprie. Ben, moi, je pense que le problème, c'est justement, peut-être que, je ne sais pas si c'est possible, mais j'utiliserais beaucoup un outil, soit d'encercler lorsqu'il spécifie quelque chose sur une molécule ou de pointer à un endroit. J'aime beaucoup plus ça que mettre un background sans qu'on sache trop quoi regarder. Je n'ai pas regardé tous les détails, donc je ne peux pas... Tout à fait, c'est intéressant. C'est un autre critique qu'on avait fait. Est-ce que la présence de l'enseignant tout au long, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est une distraction? C'est un choix éditorial à quelque part. Alors, tout à fait. Donc, même si à première vue, ça semble bien. Donc, Florent, on va avancer. Oui, mais on peut répondre à ma question. Est-ce que c'était quoi la projection en arrière? C'était quoi la projection, ça a été monté en post-production, Suzanne. En réalité, si vous enregistrez, par exemple, déjà, si vous enregistrez avec un fond comme en réalité, on rajoute une image, on s'arrange pour choisir un arrière-plan qui est neutre, qui pourrait être vert, mais qui pourrait aussi être blanc. Et au montage, là, à ce moment-là, ça nécessite un autre logiciel plus sophistiqué du type de Camtasia pour pouvoir faire ça. Ce n'est pas d'une complexité extrême, ça se fait, mais c'est sûr que c'est plus complexe que prendre en vidéo. Oui. J'ai déjà fait avec iMovie, mais je voulais juste savoir si avec Zoom, on pouvait faire ça simultanément. Mais là, tu viens de me répondre. Non, ça nous prend vraiment, ça prend vraiment de la post-production. Alors, Florent, on va avancer, s'il te plaît, dans la production. Alors, j'en profite juste une petite seconde. Vous m'excuserez, on était censé avoir un sondage en tout début de présentation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas fonctionné. Merci de commencer à y répondre, c'est vraiment très aimable à vous. On pourra en revenir dessus tantôt. Merci Bruno, je t'en prie. Merci. Donc, on change de diapo, s'il te plaît. Donc, voici dans le travail que nous avons fait dans cette recherche sur quels sont les critères de qualité d'une bonne vidéo pédagogique. En fait, le premier critère qui ressort comme étant le plus important, c'est vraiment l'ergonomie cognitive et visuelle, c'est-à-dire de choisir des éléments qui viennent appuyer le propos. On a vu que dans le premier exemple, cet aspect-là était vraiment très bien réussi, alors que dans le deuxième exemple, il était beaucoup moins réussi. On a d'autres types de critères de qualité. On a des critères qui sont plutôt pédagogiques et didactiques. Je vous dirais que dans les recherches qu'on a menées, la clarté des explications et la clarté des exemples, alors au-delà des moyens de représentation, de s'exprimer, d'avoir des explications claires et graduelles, de ponctuer aussi si on présente des éléments théoriques avec des exemples qui vont clarifier, c'est excessivement important. Évidemment, le dynamisme est naturel de la présentation, le matériau brut des présentations, c'est vous, c'est votre voix. Alors, on passe à la suivante, s'il te plaît, Florent.
Alors, dans le travail qu'on a mené pour identifier, en fait, on avait un petit groupe de travail constitué de 7 personnes d'origine diverses, des technopédagogues, des enseignants, c'était dans le cadre d'un projet en mathématiques, des enseignants universitaires en maths, des enseignants collégiaux, quelqu'un qui était plus près du point de vue des étudiants, quelqu'un qui était en réalisation vidéo. Donc, je dirais, premier point, l'ergonomie cognitive et visuelle. Ensuite, d'avoir une durée limitée. Là, on avait dit entre 5 et 12 minutes, la recherche vous dit ça, mais déjà, si vous préparez des blocs de présentation d'un exposé magistral, je vous dirais déjà, si vous décomposez en morceaux de 15 à 20 minutes, ça serait déjà vraiment très, très bien. Ensuite, la progression logique des explications. L'explicitation du raisonnement, il est intéressant, celui-là, c'est comme essayer de simuler ce qui peut se passer dans la tête d'un étudiant face à un problème, puis de ne pas nécessairement démontrer tout de suite la solution idéal, mais peut-être d'illustrer le cheminement intellectuel par lequel on arrive au problème. Florent, on va à la prochaine, s'il te plaît. Ensuite, on a une série d'autres choses, le voix engageante, le naturel, dynamisme, enthousiasme. Alors, en fait, sans nécessairement vouloir... Bon, qualité visuelle, les étudiants nous pardonnent assez facilement là-dessus. La qualité audio, beaucoup moins. Alors, on passe à la prochaine, s'il te plaît. On a évidemment les critères techniques. Qualité auditive est plus importante que la qualité visuelle. Et puis, à la prochaine encore. Donc, je vous dirais qu'il faut idéalement accorder une grande importance à la préparation. Donc, comment on fait ça? Préparer son contenu en court bloc autonome, 15 à 20 minutes, qui pourront être enregistrés, montés, peut-être réduits un peu, puis ensuite, dont on va pouvoir se servir de manière interactive. On dit dans le langage du cinéma, 1 heure de préparation, sauf 5 heures de travail à post-production. Certains disent 10 heures. Alors, comment on se prépare? On se prépare en imaginant pour chaque diapo, pour chaque séquence, qu'est-ce qu'on va dire et comment on va le dire. En fait, il y a des moyens très simples. On peut se servir de PowerPoint en soi comme gabarit de présentation, mais on a un petit gabarit qu'on partagera avec vous. Je vous dirais, en ce qui concerne le naturel, chacun doit trouver son style. J'ai vu des personnes qui sont capables d'y aller ad lib, sans préparation, sans texte préparé, sans diapo, qui livrent une performance incroyable. D'autres sont capables d'apprendre un texte où tout est écrit et de le rendre de manière très naturelle. Pour ma part, c'est un petit peu entre les deux. Mon style à moi, c'est d'avoir une présentation qui est très structurée, où je sais à peu près ce que je vais dire, mais où je vais disposer d'une bonne marge de liberté. En fait, je vous dirais que comment on fait aussi faire des pauses entre des phrases, faire des phrases complètes, ne pas hésiter à faire des pauses entre les phrases, un peu comme je le fais. C'est un petit peu moins naturel, mais au montage, si on a une phrase à couper, c'est beaucoup plus facile. Puis ensuite, pas éviter, bien justement, on peut faire un montage après, c'est l'intérêt. Ne pas hésiter à faire de courts segments, c'est pas grave de se tromper. Si on fait des pauses après chaque phrase, bien, c'est facile de reprendre une phrase. Ça aide d'avoir quelqu'un qui nous écoute pour nous dire « Ah, bien, peut-être que c'était moins bon ». Moi, je vous dirais que dans mes premières présentations vidéo, bien, je recrutais certains de mes étudiants gradués comme auditeurs de mes présentations, et d'avoir un public, moi, ça m'aidait. Donc, chacun doit trouver son style. On passe à la prochaine, s'il te plaît, Florent. Donc, nous avons terminé pour ce qu'on voulait vous présenter en plus ou moins 1 heure. On a dépassé d'environ 5 minutes. Nous allons rester un peu plus pour peut-être vous donner un exemple de comment on peut utiliser la caméra pour faire une caméra document, pour répondre à certaines questions. Et puis François va rester quelques minutes de plus avec ceux qui sont intéressés à expérimenter ensemble vidéo. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être passer la parole à Caroline pour voir, je n'ai pas suivi dans le clavardage les choses qui auraient besoin d'un suivi particulier. Alors, Caroline, je te laisse la parole. On a plusieurs questions auxquelles on a répondu, mais peut-être que s'il y en a pour lesquelles ce n'était pas clair dans le clavardage, à écrire sur une feuille blanche. Tout à fait eu la bonne réponse ou la réponse attendue. Je vous invite peut-être à lever la main ou à prendre la parole s'il y a des questions encore qui restent en suspens.
Merci. Je vais simplement indiquer que les ressources liées à la présentation, y compris le PowerPoint, vont être déposées, en fait, normalement d'ici 24 heures, là, en lien avec comment faire. Monsieur Nadon, peut-être que je vous invite à reformuler votre question en audio parce que je ne suis pas sûr de la comprendre. Je sais qu'il y avait aussi plusieurs personnes qui se demandaient comment faire pour remplacer un tableau transparent, là, un tableau lumineux, par exemple, pour faire des équations mathématiques live pendant qu'on fait un Zoom. Peut-être vous allez pouvoir m'aider, mes collègues. Je sais qu'on peut, quand on fait un partage d'écran dans Zoom, on peut choisir un iPad. Donc, si vous avez un crayon et un iPad, le moyen de capter aussi l'écran du iPad. Je pense que Florent, tu viens de prendre la parole. Je vais te laisser poursuivre là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Donc, vous pouvez le voir ici. En fait, c'est une configuration, c'est un setup que j'avais enregistré pour un autre webinaire à la Faculté des sciences de l'éducation. Et vous pouvez voir que j'avais utilisé mon téléphone comme finalement comme caméra pour m'enregistrer en train de prendre des notes. Et en fait, ça marche très bien pour des démonstrations que l'on peut faire, notamment en mathématiques. Donc, si vous avez des formules mathématiques à présenter, alors évidemment, moi j'ai un pied pour tenir mon téléphone, mais tout simplement, vous pouvez pincer votre téléphone avec deux livres et ça va faire le même travail. Donc, ça peut être vraiment très avantageux. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la fonction tableau blanc de Zoom sur un iPad qui vous permet là aussi, donc là je vous montre à l'écran, qui vous permet là aussi donc d'écrire, voilà, pour faire des démonstrations, pourquoi pas mathématiques, assez simplement, assez intuitivement avec votre doigt sur votre iPad. Mais je ne rentre pas plus dans le détail puisque ce devrait être abordé demain plus en détail dans le webinaire portant sur comment rendre son étudiant actif grâce à Zoom. Alors, Florent, si tu acceptes le partage d'écran, si tu donnes les droits pour partager l'écran à Samsung Galaxy, attendez, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous tenter une démonstration live. Alors voilà, je pourrais jouer un petit peu avec le Zoom. Alors, oups, il faut que j'allume mon écran. Alors, normalement, une célèbre formule mathématique. Bon, mon contraire, j'aurais pu prendre un crayon un petit peu. Alors, je vous montre simplement, donc, c'est avec mon iPhone qui est connecté avec Zoom. Voilà, on peut mettre fin. Donc, petite démonstration. J'aurais pu prendre un petit peu plus de temps pour le setup. J'ai dû le faire rapidement parce que mon téléphone a planté en cours de présentation. Mais voilà, grosso modo, qu'est-ce que ça donne. Je vous montrerai de mon autre ordinateur. Alors, j'éteins et je vous montre le setup. Merci beaucoup. Alors, on posait la question, à quoi ressemble le pied? Vous avez ces petites affaires-là. Donc, en fait, vous connaissez donc les fameux pieds que l'on peut visser sur un téléphone. Il y a ces petits adaptateurs, puis ces petites affaires-là coûtent $30 maximum sur Internet, qui vous permettent de pincer votre téléphone comme ceci. Et puis, vous en avez évidemment des plus grands qui ont aussi ces mêmes possibilités. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher. Et puis, ça pourra aussi vous être utile pour les fêtes de famille pour prendre des photos. Alors, pour répondre à Karen, comment on fait? Non, on ne prend pas l'identité. On prend, moi, dans le fond, comme vous voyez, j'ai deux identités. Une qui est Bruno Polyban, puis l'autre qui est Samsung. Tout ça. Donc, en fait, on peut ouvrir, même si on n'est pas authentifié, ça dépend si l'hôte de la réunion a exigé que vous soyez authentifié, bien là, à ce moment-là, ça va être difficile. Mais si vous n'exigez pas l'authentification, à ce moment-là, vous pouvez avoir une nouvelle connexion à condition de disposer du numéro de réunion et du mot de passe. Mais on pourrait aussi partager, en faisant partager l'écran, on peut choisir soit par câble ou par Air, je ne sais pas quoi. On peut choisir son téléphone ou son iPad normalement à partir de Zoom. Il y a une petite question dans le chat qui est pertinente. Là. Marie-Annick dit est-ce qu'il faut ouvrir notre compte Zoom
hors d'ordinateur, à la fois sur l'ordinateur et sur le téléphone, parce qu'initialement, on avait paramétré la rencontre pour pour obliger à s'authentifier, mais on a changé ce paramètre-là, justement. Florent a changé le paramètre d'obligation d'authentification, justement pour qu'on puisse, juste avant la rencontre, pour qu'on puisse se connecter à le téléphone. Peut-être que vous êtes authentifié, mais on a changé le paramètre quelques minutes avant d'ouvrir, donc voilà. Très, très bon rappel, François. Puis je me permets de faire du pouce là-dessus. C'est vrai qu'il est important d'être particulièrement attentif à la façon dont on paramètre une activité Zoom avant de la lancer auprès des étudiants. J'anticipe beaucoup avec l'activité de demain, mais il est certain que si elle est mal paramétrée en amont, ça va vous causer du tort pour avoir davantage de monde, etc., etc. Donc, prenez le temps de regarder les différents paramètres lorsque vous créez une activité Zoom. En attendant éventuellement les questions, et puis pour te préparer, François, pour parler peut-être davantage d'ensemble, je reviens sur le sondage qui a eu un peu de difficulté à naître aujourd'hui. Comme le printemps cette année, quasiment pour la moitié d'entre vous, en fait 42% des répondants ont indiqué qu'ils n'avaient jamais créé de vidéo pédagogique, que ce soit un diaporama narré avec PowerPoint, que ce soit une simple vidéo Zoom enregistrée, ou encore évidemment une vidéo plus aboutie avec Camtasia, iMovie, etc. Donc 42% d'entre vous n'avaient jamais réalisé ce genre de vidéo. Et puis, écoutez, un gros tiers avait déjà réalisé des diaporamas narrés. Ce qui est quand même assez rassurant, c'est que la moitié d'entre vous, rassurant, bon, c'est pas le bon terme, mais ce qui est quand même positif, donc il y a de la marge de progression, vraiment. La moitié d'entre vous avait déjà réalisé des vidéos déjà avec des fonctionnalités assez avancées. Je vous cède la parole pour peut-être d'autres. Je vais simplement, Liliane demande si c'est possible d'avoir de l'aide pour monter une vidéo en dehors des webinaires. À l'heure actuelle, la réponse est non. Cependant, nous sommes en train d'essayer de regarder avec le VRAN pour mettre en place un dispositif où il y aura un certain nombre d'auxiliaires d'enseignement qui seront engagés dans les facultés et qui pourront assister notamment avec ce type de tâches-là. Donc, voilà, pas nécessairement le faire à votre place, mais assister avec ce type de tâches-là. On est en train de préparer le plan d'accompagnement de formation pour l'automne pendant l'été, et ce plan-là inclut la participation de bon nombre d'auxiliaires d'enseignement. Mais c'est en préparation. Donc, voilà pour la réponse. Moi, je dois vous quitter. Alors, je vous remercie de votre participation. Nous avons gardé presque tout le monde pendant toute l'heure et quart. Je vais laisser François avec les quelques personnes qui seraient intéressées à peut-être poursuivre l'expérimentation avec Ensemble Vidéo. Donc, merci à tous. Ça a été un grand plaisir pour moi d'animer ça. Je laisse peut-être l'équipe répondre à quelques questions. Moi, je dois vous quitter pour ma prochaine réunion. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. Bon courage dans ces temps de confinement. Merci, Bruno. François, est-ce que tu me permets de reprendre quelques questions qui étaient passées? Bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que l'on avait? Alors, il y a Liliane qui a écrit à plusieurs reprises, j'ai des vidéos en streaming flux RSS, pourrais-je les mettre directement dans Studium? Oui, probablement, mais oui, de ce que je comprends, comment c'est généré. Vous avez posé la question à 2 ou 3 reprises, mais ça manque d'informations. Tout dépend de où c'est stocké, comment c'est stocké. Mais oui, a priori, vous devriez pouvoir l'importer sur Studium ou sur l'espace de dépôt. Je vous invite à aller sur le site du CPU. Il y a un espace de dépôt de vidéos qui a été spécifiquement créé dans le cadre de la crise actuelle. Pilar Hergé, je ne sais pas qui vous êtes, vous m'excuserez. Est-ce que cela peut générer des problèmes de confidentialité? Je suppose que vous parliez de la connexion en amont sur Zoom. Donc, non, ce sera pas de problème de confidentialité. Voilà, je n'ai pas eu d'autres questions passer, mais n'hésitez pas. François? La dernière question que j'ai vue, Jocelyn Ross, peut-on débuter et arrêter l'enregistrement d'une conférence web pour n'en conserver qu'une partie? C'est possible de le faire. Donc, vous ne voyez peut-être pas parce que vous n'êtes pas animateur dans cette réunion, mais en ce moment, en haut à gauche de mon écran, j'ai un bouton pause et un bouton stop. Donc, je pourrais arrêter préalablement l'enregistrement ou même le mettre sur pause. Par contre, le danger avec ça, c'est qu'il ne faut pas oublier de le redémarrer lorsque le moment vient. Peut-être une pratique qui est plus à considérer, c'est d'éditer la vidéo par la suite. L'édition peut se faire très, très, très facilement en restant sur Zoom. Donc, lorsqu'on va avoir le lien dans le cloud, le lien info-nuagique de Zoom, on peut l'éditer directement. Par contre,
La seule chose qu'on peut faire, c'est enlever du temps à la fin ou enlever du temps au début. Donc, enlever les temps morts de la fin et du début. Mais il est possible de faire une édition, là, sinon aussi très rapide, des périodes dans le milieu, par exemple, avec des logiciels natifs, donc d'édition vidéo, mais quand même natifs, par exemple iMovie sur Mac ou l'application photo sur Windows. Voilà, donc François, je te laisse aller éventuellement. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à apporter concernant Ensemble Vidéo, tu m'excuseras. Oui, donc ce que je m'apprête à dire, ça s'adresse principalement à ceux qui ont démontré leur intérêt pour participer au pilote d'Ensemble Vidéo. Là. Je vais faire ça très court. Oui, en fait, si vous voulez, je vais faire ça très court, puis je vais rester disponible par la suite pour répondre aux questions sans problème. Donc, pour ceux qui ont démontré leur intérêt à participer au pilote d'Ensemble Vidéo, j'ai noté vos courriels. Ce que je vais faire, c'est qu'on a une équipe sur Teams. Je vais d'abord vous envoyer un courriel pour vous donner toute l'information nécessaire et je vais vous inscrire à l'équipe sur Teams dans laquelle on va se tenir au courant. On va vous envoyer l'information et on va aussi partager les résultats de nos expérimentations. On vient tout juste de débuter en début de semaine avec un petit groupe de 7 personnes. On va laisser passer une semaine ou 2 semaines avant de vous intégrer complètement à l'équipe et de vous donner des accès à Ensemble Vidéo. Mais donc, je vais commencer par vous envoyer l'information par courriel et vous intégrer à Teams. Et d'ici environ 1 semaine ou 2, je devrais être bon pour vous donner des accès à Ensemble Vidéo. Voilà. Je reçois encore des adresses courriel. Inquiétez-vous pas, je vais les noter si vous m'envoyez votre adresse courriel à ce moment. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, le reste des communications, je vais vous le faire par courriel et on va pouvoir échanger par Teams également. Voilà. Excusez-moi, j'aurais 2 questions. Oui. Premièrement, est-ce que on a mentionné tantôt qu'il y avait une communauté de pratique ou enfin une communauté d'utilisateurs de Camtasia? Est-ce qu'on pourrait avoir comment on fait pour rejoindre cette communauté-là? En fait, je crois que vous avez peut-être mal compris les propos de Bruno. Là. En fait, ce qui se passe avec Camtasia, c'est que il y a des gens qui l'utilisent déjà. C'est un logiciel qui est payant. C'est devenu payant avec le temps. Là. Autrefois, il y a une époque où c'était gratuit, mais c'est tellement c'est efficace. C'est simple, c'est très simple, mais à la fois très efficace, Camtasia. Ce qui arrive, c'est que là, on est en ce moment, on est en procédure de faire l'acquisition d'une 50aine de licences. Éventuellement, les professeurs intéressés pourront obtenir une licence en communiquant avec nous. Voilà. Moi, c'est que je l'ai déjà acheté, ce logiciel-là. Je l'utilise ça fonctionne très bien, c'est vraiment très intuitif. Oui. Mais c'est ça. C'est donc si on a des licences fournies par l'université, ça serait vraiment bien. Deuxième chose que je voulais savoir, c'est pour ce qui est de la là, j'ai vu que un élément important, c'était de la scénarisation des capsules vidéo. Oui. Est-ce qu'il y a des formations pour traitant de ce sujet-là spécifiquement? Peut-être que Caroline et Florent, vous pouvez répondre à cette question-là un peu mieux que moi. Dans la série de formations prévues actuelle, est-ce qu'il y a des formations sur la scénarisation vidéo? Pas en ce moment, pas des webinaires comme tels. Dans la capsule sur comment faire un PowerPoint Array 365, au début de cette capsule-là, les 3 premières minutes, si je ne me trompe pas, c'est sur la scénarisation et les bonnes pratiques d'écriture. Sur le site Studium FC, on a mis également comment scénariser. Ça dépend de quel type de vidéo, mais on a mis plusieurs ressources pour vous aider à scénariser. Mais là, pour le moment, on n'a pas de webinaire prévu là, sur la scénarisation comme telle. On a juste des bons conseils qu'on place un peu partout là, dans nos documents de référence. Est-ce qu'il y a possibilité, je lance quelque chose en l'air, là, sans vouloir m'avancer, Caroline, mais d'avoir accès à la formation Lettre 44 et des choses comme ça, est-ce que c'est... En fait, la formation sur Studium FC qu'on a mis en place pour ceux qui suivaient en mode cohorte, en fait, tout le monde peut s'y inscrire, puis on a mis des ressources là-dessus aussi dans la section développement. C'est pas forcément dans la... c'est plus complet là, en ce moment, la section
développement que dans celui de LED 44. Donc, on les envoie vraiment vers Studium FC ou sur le site du CPU aussi, où on a mis plusieurs ressources, mais... Est-ce que, donc ça reste une formation qui est disponible sur Studium, est-ce que ce serait possible de mettre le lien peut-être dans le chat? En fait, c'est qu'il faut s'y inscrire par Lara, parce que même si je donne le lien de Studium FC, mais la plupart des gens s'y sont inscrits quand même, mais il faut vraiment passer par Lara parce que le lien Studium FC ne fonctionne pas si on ne passe pas d'abord par l'inscription Lara, où on obtient le lien d'ailleurs. Sinon, j'ai vu, je vais juste revoir dans les questions, il y avait une question. Quelle application est recommandée de Jérôme Lavoux? Quelle application est recommandée utilisable pour les animations du type entourer, pointer un endroit dans une slide lorsqu'on crée une vidéo? Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, Caroline, mais bien honnêtement, là, moi j'utilise énormément. Puis là, encore une fois, on dirait qu'on le vend aujourd'hui, mais j'utilise énormément PowerPoint. Je trouve que c'est un outil qui est sous-utilisé. Les fonctions qu'on peut faire avec ça, on peut en arriver à faire des vidéos animées là, qui n'ont pas l'air de provenir de PowerPoint. Et donc, j'utilise simplement les fonctions en ce sens, mais il doit y avoir des choses qui sont plus, peut-être, si on cherche la rapidité d'action pour les produire ou en live, peut-être qu'il y a des outils plus efficaces. Je ne sais pas, Caro. Je dirais comme toi, puis encore une fois, la capsule de Grégoire explique vraiment bien comment capturer l'écran, puis même entourer des choses pendant qu'on enregistre sa voix. Donc là, je ne sais pas si la question c'était pour faire du live ou pour préparer un enregistrement. Sinon, pour le live, on partage l'écran de son PowerPoint, puis on peut aussi, on voit la souris là, pendant qu'on parle également quand on partage notre écran. Donc, on peut pointer là. Oui. C'est sûr qu'en différé, je pense que je recommanderais PowerPoint. Là, je le répète, là, mais cet outil-là, normalement, est utilisé, à mon avis, à 10% de ses capacités. Là. J'ai fait des vidéos complètement animées avec PowerPoint. Là. Tout bouge et tout s'explique. Là, donc, moi, je suis un peu vendu pour faire des vidéos en différé là, à cet outil-là qui est intégré dans l'Office 365 là, de l'université. Je suis en train de regarder si je trouve d'autres questions. Sinon, les gens peuvent lever la main ou prendre la parole. Hein, s'il reste des questions que vous avez envie qu'on discute. Il y avait la main levée de Jérôme de Calassio. Je ne sais pas si c'est encore le cas ou si elle n'a pas été abaissée. Non, c'était les deux questions que j'avais posées. Merci. Voilà. Que j'ai posées il y a 5 minutes. Merci. Super. Moi, j'avais envie de revenir sur quelque chose, mais on peut en discuter, mais parce que tout à l'heure, vous nous avez montré comment on peut aussi, sur son téléphone, par exemple, créer un autre compte utilisateur de Zoom pour pouvoir jouer entre les deux. Mais je me demandais pourquoi on ne fait pas simplement on pourrait placer son téléphone avec sa caméra sur un cahier ou sur autre chose qu'on veut montrer pour faire une démonstration et simplement faire un partage. Avec le partage d'écran, on peut sélectionner un téléphone ou un iPad. Donc, je voulais voir si ces deux méthodes-là, il y a une différence ou si c'est pas moins compliqué finalement de partager. Tu as raison, Caroline, sauf que si je ne me trompe pas, ça fonctionne juste avec les iPhones et les iPads. Ah, OK. Et non pas avec tous les téléphones. C'est via l'espèce de fonctionnalité AirPlay de Apple. Non, mais tu peux le faire par câble aussi, c'est écrit. Oui, effectivement. Moi, pour être bien honnête, je ne suis pas parvenu à le faire avec mon téléphone. Donc... OK, c'est bon. Mais effectivement, ça se fait ça aussi. On voit qu'il serait souhaitable d'avoir une formation compréhensive sur les avantages de Teams et de Zoom. Écoutez, on a un webinaire prévu ou qui a déjà eu lieu. Il faudrait que je vérifie. Peut-être. On en a qui sont spécifiquement sur Zoom. Et puis, le webinaire sur travailler en petits et grands groupes, on va voir plus Teams en particulier. Puis peut-être qu'éventuellement, il y en aura un sur Teams en particulier. Mais écoutez, on a fait aussi, il y a plusieurs ressources aussi sur comment utiliser Teams et Zoom déjà dans nos pages de référence du CPU puis sur le site Studium pour vous aider pour le moment. Mais
Il y a des webinaires qui sont prévus pour les deux. Je vais juste vérifier dans mon Vite comme ça, puis je suis d'accord, là, on manque de temps pour tout donner. Il y a beaucoup d'informations, puis il y a beaucoup de ressources, il faut juste bien les connaître. Je me permets de mettre le lien vers le site web, la section enseigner à distance, là, / COVID, du site web du CPU. Là, vous pouvez trouver au moins une partie des réponses à vos questions là-dessus. Puis vite comme ça, pour différencier les avantages de Teams et Zoom en 1 minute, là, pour moi, c'est assez simple. Si vous voulez faire une présentation de type qui est davantage magistrale ou magistrale interactive, un peu comme nous on le fait, donc soit magistrale que c'est vous qui présentez ou magistrale dans lequel vous avez des interactions, vous demandez à vos participants de faire de répondre à des questions, d'avoir des réflexions ou de faire des interactions relativement légères, à mon avis, Zoom va être l'outil le plus stable et le plus performant pour vous. L'avantage de Teams, c'est quand on veut faire travailler nos étudiants en sous-groupe. Donc, grosso modo, sur Teams, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités que Zoom, mais elles ne sont pas aussi peaufinées et aussi développées ou aussi performantes ou stables. Mais, donc, on peut quand même avoir une vidéoconférence, on peut quand même enregistrer une séance. Mais là où ce que ça va venir, là où ce que Teams va gagner de l'efficacité, là, c'est qu'on peut diviser les étudiants plus facilement en sous-groupes. Dans chaque sous-groupe, ils peuvent avoir une vidéoconférence propre à eux-mêmes qu'ils contrôlent. Ils peuvent partager des fichiers plus efficacement entre eux, etc. Donc, vraiment pour le travail en équipe, Teams va briller. Oui, je vais juste, là, j'étais en train de le mettre dans la conversation, mais rapidement, mercredi, donc à 10h30, de 10h30 à 11h30, il y a un webinaire sur les petits et grands groupes virtuels, comment encadrer les étudiants. Sinon, mercredi, encore une fois, par contre, c'est en même temps, je crois, sur mon calendrier, donc il faudrait vérifier. Mais il y a aussi le travail en équipe et la collaboration aux différents cycles d'études. J'imagine qu'on va voir Teams aussi. Sinon, demain matin, vous savez que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le webinaire sur comment rendre son étudiant actif grâce à Zoom, donc à 10h30 aussi. Oui, effectivement. Donc, on mentionne on peut faire la même chose avec Zoom pour faire des groupes. Effectivement, on peut diviser avec Zoom, on peut diviser les étudiants en sous-groupes. Ça se fait. Ça fonctionne relativement bien. L'avantage avec Teams, c'est que chaque sous-groupe a un contrôle sur leur propre réunion, donc ont accès à plus de fonctions dans leur propre réunion, alors que dans Teams, une fois qu'on les envoie dans une réunion, c'est un peu moins intuitif peut-être, mais ça fonctionne aussi. Hein. Les deux outils permettent de faire ils ont des fonctionnalités assez similaires, mais d'expérience, un peu comme ça qu'on vous parle, on a l'impression que voilà, Zoom est meilleur pour les présentations, présentations magistrales, présentations interactives, et Teams est peut-être plus convivial pour favoriser le travail d'équipe. On disait que, aussi dans les commentaires, que dans un département, il y a une réunion à 15 personnes sur Teams qui fonctionnait plus ou moins bien parce qu'il y avait beaucoup de participants. Effectivement, pour des grosses réunions d'équipe en vidéoconférence, Teams n'est pas l'idéal. Teams, c'est vraiment fait pour travailler en petits groupes. C'est là que, encore une fois, c'est là que ça brille, c'est là que ça devient intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une vidéoconférence dans Teams, si on divise, disons, en 10 sous-groupes de 5 personnes, ben, ça va être 10 vidéoconférences différentes, à l'instar de Zoom, que quand on divise en breakout room, ça reste dans la même vidéoconférence, donc ça prend un peu, c'est un peu un modèle un peu différent. Pour répondre à Liliane aussi, vous conseillez de laisser gratuit de Camtasia avant de commencer. En fait, Camtasia, c'est quand même un logiciel de montage qui est un petit peu plus complexe, qui est intéressant. Oui, vous pouvez essayer gratuitement Camtasia avant de l'acheter, la licence, mais ça dépend ce que vous avez besoin de faire parce que ce qu'on vous a présenté aussi tout à l'heure, ça fonctionne assez bien, les outils de votre qui viennent là, avec PC ou avec Mac. Donc, là, je n'ai pas l'accès à la diapo où on en parlait, mais vous avez des outils déjà inclus là, dans des logiciels qui font du montage assez bien, en tout cas, ça dépend ce qu'on a besoin de faire. Si on veut faire vraiment du montage un peu plus professionnel, oui, Camtasia, ça fonctionne, mais si c'est pour couper des morceaux, ajouter du texte, un titre, on peut le faire avec les outils gratuits qu'on a à notre disposition déjà.
Ouais, vraiment, parce que Camtasia va venir être capable de faire quelque chose que les autres outils ne sont pas capables. C'est quand on va commencer à venir superposer des images et du texte par-dessus notre vidéo, par exemple. Admettons qu'on a un fond blanc ou un fond vert, là, par exemple. Là, ça devient vraiment intéressant. Mais si on ne veut pas faire ça, effectivement, comme Caroline l'a dit, les outils gratuits sont peut-être plus intéressants. Mais oui, tant que la version est là et est gratuite, essayez-le avant de l'acheter. Vous allez voir si ça vous convient. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Ça nous fait plaisir de prendre un peu de temps encore pour leur répondre. Sinon, si vous avez l'impression qu'on a répondu à toutes vos questions, de notre côté, la présentation, du moins, de point de vue officiel est terminée. Salut François, ça va bien? Oui, ça va bien, oui, vous? C'est Jacqueline. Oui. J'ai une question, là, excusez, j'ai dû rentrer, sortir de la rencontre plusieurs fois. J'avais une autre rencontre en parallèle. Donc, je me pose la question, j'ai vu qu'il y avait quelque chose circulé sur un groupe sur Teams, ensemble vidéo ou autre. Alors, ça va être quoi? Oui, en fait, c'est ça. Puis j'en profite pour faire du pouce avec ce que Nancy dit dans le chat. Allons-nous parler d'ensemble vidéo? En fait, la discussion sur ensemble vidéo, c'est très, très bref. C'est simplement de vous donner un petit peu de l'information sur la suite des choses. Si ce n'est pas déjà fait, Jacqueline, vous pouvez nous mettre votre adresse courriel dans le chat. Moi, je l'ai noté. J'ai noté toutes les adresses courriels de ceux qui avaient démontré leurs intérêts. La suite que je vais donner à ça pour ensemble vidéo, c'est que tout d'abord, cette semaine, pour le premier groupe, c'est la première semaine. Donc, ça ne serait peut-être pas tout de suite que ceux qui ont signifié leur intérêt aujourd'hui, que ce ne serait peut-être pas cette semaine qu'on va commencer, mais ça va être, disons, dans les 2 prochaines semaines. Et donc, si vous m'écrivez votre adresse courriel dans le chat ou si vous me l'avez écrit, pour ceux qui me l'ont déjà écrit, je vais vous recontacter avec un courriel avec plus d'informations cette semaine. Et je vais aussi vous inscrire dans un groupe Teams dans lequel tous les participants à ce pilote, à cette expérimentation, ont accès et on va pouvoir partager nos observations et nous entraider, en fait. Bon, merci beaucoup, parfait, là, parce que j'ai à bâtir des capsules vidéo entièrement en ligne pour le cours d'été et je pense que ça devrait être utile en ce sens, c'est ça? Fort probablement. Parfait, merci beaucoup. Merci. Je prends une petite question dans le chat. Est-ce que Ensemble Video Recorder permet de ne pas exploser la taille de la vidéo? Parce que dès qu'on a modifié un peu avec le logiciel gratuit, ça va doubler la taille. Oui. J'ai la misère à me prononcer sur la taille ultime du vidéo qui va en ressortir, mais la bonne nouvelle avec Ensemble Vidéo, en fait, c'est ça l'intérêt, un des intérêts, c'est que vous n'aurez pas à la télécharger. C'est que la solution Ensemble Vidéo, elle permet, oui, de capter le vidéo, mais elle l'enregistre sur nos serveurs et les serveurs d'Ensemble Vidéo, en fait, de l'Université de Montréal. Et donc, tout est hébergé en ligne. Et lorsque vous partagez la vidéo, vous n'avez qu'à partager le lien. Donc, si vous voulez, vous pouvez bien sûr la télécharger, mais vous n'avez pas à le faire. Vous pouvez simplement partager le lien. Donc, le poids dans ce cas-là est moins important un petit peu. Et puis, Caroline, tu as bien raison. Quand tu dis que l'important, c'est de commencer par des petits projets pour ne pas se décourager. Des petites bouchées à la fois, puis vous allez voir, on y prend goût à force d'essayer des choses. On veut en faire toujours un petit peu plus. Ça devient le fun quand on commence à maîtriser un peu les outils. Voilà. Donc, Jacqueline et Liliane, je prends vos adresses courriels en note. Donc, merci à tous. Oui, c'est un merci. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À bientôt.